Merci Madame la Vice-présidente pour vos mots d'accueil. Merci à Michel Suchot, mon vieil ami, camarade et complice, depuis l'ENA, de me donner l'occasion de venir devant vous un petit moment pour vous faire part de mes réflexions sur cette question de la politique étrangère, de la France plutôt. C'est une interrogation. Quelle politique étrangère pour la France ? Je ne vais pas sauter à pieds joints dans les éléments d'actualité qui sont là, qui nous préoccupent, le Brexit, la France et l'Allemagne, et Trump et compagnie. Parce que on est dans une situation où les fondamentaux de la politique étrangère de la France, à mon avis, sont malmenés, pour pas dire menacés. Et je pourrais élargir ce propos à l'ensemble des politiques étrangères européennes, sauf que beaucoup de pays n'en auront pas en réalité, ou politiques étrangères occidentales. Donc il faut partir des fondamentaux pour se demander dans quelle situation on est en vrai. Je ne reviendrai pas sur le fait, parce que je pense que c'est évident qu'il y a eu une politique étrangère de la Ve République, réinventée par le général de Gaulle, suivie par ses successeurs, que pendant longtemps s'est demandé le jour où il y aura un président de gauche, est-ce qu'il n'allait pas prendre le contre-pied méthodiquement de ce qu'avait réinventé le général de Gaulle. Ça n'a pas été le cas. François Mitterrand a assumé tout en faisant évoluer et en apportant sa contribution personnelle. Et on a même pu parler, pas à partir de la politique étrangère dire au début, mais à partir des questions de stratégie et de défense, de gaulo-mitterrandisme, ce qui paraissait étrange à beaucoup de gens, mais qui était un oxymore qui avait un certain sens dans ce domaine-là. Et ça a continué jusqu'à ce qu'un certain nombre d'éléments de changement, dont je vais parler maintenant, changent complètement cette donne. Donc on n'est plus dans cette situation. Donc je ne pense pas qu'on puisse s'interroger ici, vous, entre nous, sur la politique étrangère, comme s'il n'y avait pas eu d'éléments qui aient complètement rebattu les cartes, en réalité, qui sont des éléments soit internes, soit externes, qu'il faut avoir à l'esprit. Ils sont considérables. Considérables. Premier élément qui est venu ébranler la politique étrangère de la Ve République, c'est la fin du monde bipolaire. Et ce qui avait été très génial dans la longue période gaulliste, puis après, c'est qu'en fait la France était un pays occidental, bien sûr, membre de l'Alliance Atlantique, européen naturellement, mais qui arrivait à interpréter la situation en se donnant une assez grande liberté de manœuvre, on va dire à l'Est et au Sud, tout en restant allié et loyal dans l'Alliance. C'est une vieille formule qui est notamment par rapport aux États-Unis, mais qui est plus large. On était les alliés, mais on n'était pas alignés. Bon, ça c'est la cinquième. C'est la cinquième jusqu'à la période Mitterrand. Pourquoi Mitterrand ? Parce que c'est pendant François Mitterrand que se passe l'élément majeur des 50 dernières années, c'est-à-dire la fin du monde bipolaire. La fin de l'URSS. La vraie date, c'est pas l'affaire du mur, qui est un moment émouvant, mais dont la signification est exagérée, c'est la fin de l'URSS, 2 ans après. C'est à partir de là que nous sortons de la longue période bipolaire, de la guerre froide, même si elle a été gérée pour la longue période de la détente, pour entrer dans ce monde global sur lequel il n'y a pas de consensus, en fait, quant à sa définition. Et donc la France, à partir de là, perd cette position qu'elle gérait avec beaucoup d'astuces pour être ce pays donc occidental, mais original, différent, capable d'énormément d'initiatives et avoir sa propre politique. Elle n'a plus cette situation. Donc à partir de là, mais vous voyez, ça remonte déjà à la fin de la présidence Mitterrand. Donc tous les autres après. Il faut redéfinir quelle est la position de la France, quelle est sa politique étrangère et des objectifs vitaux, fondamentaux qui sont les mêmes, mais dans un contexte complètement mouvant. Ensuite, il y a eu, à partir de Nicolas Sarkozy, la revendication d'une rupture. Je le cite parce que c'est le mot qu'il employait. Rupture, avec cet héritage. Alors, dans son esprit, c'était rupture avec Jacques Chirac, je pense, mais c'était en même temps tout l'héritage Ve République. Ça s'est traduit d'ailleurs par des prises de position qui étaient orthogonales par rapport à ce qui se faisait avant, sur un certain nombre de sujets, États-Unis, Proche-Orient ou autres. Et ça coïncide avec un autre élément qui est dans ma liste aussi, qui est le passage du septennat au quinquennat, qui naturellement, on peut défendre le quinquennat pour 36 raisons, mais en termes de conduite dans la continuité d'une politique étrangère qui suppose d'avoir une certaine capacité de résistance aux événements quotidiens, ça a plutôt affaibli, disons, le pouvoir exécutif. Donc on a la combinaison des deux. À partir de Nicolas Sarkozy, il y a cette revendication de rupture et il y a une fragilisation. Ça se passe au moment où, au sein du monde occidental, à partir de la fin de l'Union soviétique, a triomphé l'idée aux États-Unis que d'abord on a gagné, bon,
que par conséquent il n'y a plus de limite à l'influence occidentale. Alors à la fois c'est présenté comme étant une sorte d'extrapolation qui est évidente, c'est l'idée de la fin de l'histoire mise en avant par Fukuyama, donc fin de l'histoire, faute de désaccord, consensus général sur la démocratie de marché. Donc tout ça, ça va être sous la conduite éclairée des États-Unis, c'est les formules du président Bush père de l'époque, et s'il y a des pays récalcitrants, marginaux, on va les convaincre, ou si ça suffit pas, on va les menacer, si ça suffit pas, on va les sanctionner, si ça suffit pas, on va s'ingérer, si ça suffit pas, on va leur faire la guerre, mais ils seront marginaux, périphériques, c'est pas important, parce qu'il y a une sorte de mainstream qui va entraîner tout ce monde-là. Ça, c'est cette espèce de vision occidentaliste, américaine, au même moment où les Européens, qui sont toujours plus ingénus, ils se croient toujours dans le monde des bisounours quand c'est Jurassic Park. Bon, maintenant, ils ont un peu compris que c'était plus compliqué, mais c'est l'époque où les Européens croient vraiment que, ça y est, c'est la communauté internationale avec tout ce que ce mot a de chaleureux et de sympathique. Donc, il y a ce moment, cette évolution, quand la France perd ce point d'appui d'avant, la situation du monde bipolaire qui lui permettait de jouer, où le mandat du président est raccourci, où il y a la volonté de rupture, c'est le moment où il y a cette vague d'opinion au sein du monde occidental qui ne va pas du tout dans le sens, en réalité, de ce qu'a été la politique étrangère de la France depuis les débuts de la Ve République. Et c'est un moment où, en dehors et en plus de l'aspect idéologique, une sorte de réoccidentalisation, qui n'est pas la même chose que l'atlantisme classique, c'est le moment où chaque jour, le poids de l'opinion est plus grand. Pour des raisons que tout le monde connaît, nous vivons dedans, pour des raisons techniques, technologiques, les portables, l'information continue, puis les réseaux sociaux, puis ceci, puis cela. Donc on se rapproche de plus en plus de ce que Tocqueville avait pressenti il y a très 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 longtemps, qui est que le risque à long terme pour les démocraties, c'est de mener les politiques extérieures sur la seule base des considérations intérieures. Et pas qu'ils s'expriment tous les 5 ans dans des élections, qui s'expriment de plus en plus pour les raisons dont on voit les effets maintenant, tout le temps, chaque jour, à chaque minute. Donc il y a une espèce de pression qui s'exerce et qui évidemment est un problème compliqué pour la politique étrangère française, mais pour toutes les politiques étrangères, qui normalement doit s'inscrire dans la durée, être fondée sur une certaine conscience historique et capable d'anticiper loin, et pas simplement de faire du cabotage de minute par minute en fonction du contexte du moment. Tout ça a lieu en même temps, vous voyez. Et donc ça ébranle. En France, il y a eu dans cette période un long mouvement d'opinion très 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 puissant, notamment dans les médias, autour de l'idée d'ingérence, et qu'on peut résumer sur le plan des idées en parlant d'un BHLO-Kouchnerisme qui a été très puissant dans les médias, qui amenait à considérer que la vocation principale des politiques étrangères maintenant, c'était pas du tout ce qu'on racontait avant, mais c'était en fait d'intervenir, de s'ingérer, même quand les conditions juridiques n'étaient pas tout à fait réunies, pour défendre nos idées, nos valeurs, etc. Ce que l'Occident fait depuis très longtemps, mais c'était pas exactement les mêmes valeurs avant. La démarche est la même, c'est le prosélytisme. Mais ça a été très puissant pendant 20 ou 30 ans. Tout ça conduisant à une nouvelle situation qui est pas plus facile à gérer pour les politiques étrangères, notamment françaises, qui est l'effondrement de ces illusions. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est que ce qu'ont cru les Américains, les différentes sortes d'Américains, ce qu'ont cru les Européens en général, c'est pas du tout ce qui s'est produit finalement. Là, on est 20 ou 25 ans après cette sortie du monde bipolaire et on est dans un monde qui est un monde chaotique. Le mot de chaos, c'est le mot du secrétaire général des Nations Unies. Ça ne veut pas dire guerre mondiale, on n'est pas du tout à la veille d'une guerre mondiale. Mais quand il dit ça, c'est presque en termes scientifiques. Le chaos est une situation instable, difficilement prévisible, qui normalement doit conduire à un moment ou à un autre à la reconstitution d'un ordre X ou Y, mais en tout cas, on est plutôt dans la phase chaotique. Quand on prend des comparaisons nautiques, hier soir, je parlais à l'école navale à Brest, pas de mer calme en vue, où que ce soit, pas de cyclone permanent partout, mer agitée et très agitée tout le temps. Donc c'est un peu la situation qui n'a rien à voir avec ce qu'ont cru donc les Occidentaux sur leurs différentes espèces depuis une vingtaine d'années. Ajoutons à ça un autre élément qui est que les outils des politiques étrangères, c'est-à-dire les corps diplomatiques, c'est vrai en France comme dans d'autres pays européens, ont été de plus en plus conduits finalement à devenir un morceau de l'État comme un autre, à perdre sa spécificité.
et au lieu de se concentrer sur le cœur de mission, de s'occuper de toutes sortes de choses qui sont tout à fait honorables, mais qui sont des mobilisations conjoncturelles, des mobilisations à la mode qu'il faut suivre. Bon. Donc il y a une sorte de perte de spécificité qui conduit à un risque de banalisation des corps diplomatiques, à quoi s'ajoute encore la diminution des moyens. Déjà en 2008, j'avais fait avec Alain Juppé un article dans Le Monde pour montrer que la réduction des moyens du Quai d'Orsay, qui est déjà très faible au départ, quand j'étais ministre, c'était 1,3 du budget de l'État. 1,3. Il y avait une sorte d'acharnement particulier contre ce budget-là. C'est évidemment commode parce que c'est un corps qui n'a pas de moyens de représailles ni de dissuasion, qui ne va pas occuper des ronds-points, ni s'ils se mettent en grève, personne ne ferait attention. Bon. Donc c'est assez facile de taper dessus. On avait montré que la réduction du budget du Quai d'Orsay déjà à l'époque était plus que proportionnelle à la réduction générale des moyens publics, que moi je ne conteste pas, puis compte tenu du taux d'endettement de la France, etc., je ne conteste pas ça. On avait simplement insisté sur la disproportion incroyable. Et quand on applique ça à un tout petit budget, les effets destructeurs sont considérables. Donc vous prenez pays par pays, la fermeture d'un centre culturel, l'arrêt d'un programme de bourse, peut avoir des effets totalement dévastateurs en termes d'influence. À une époque où, à d'autres moments, on va se gargariser sur le soft power. Il y a une sorte d'incohérence absolue et donc très précise. On peut se reporter aux chiffres. Ça, c'est pas amélioré depuis, c'est même en train de se réaggraver. Encore une fois, je conteste pas l'effort d'assainissement des finances publiques, je parle de la disproportion. Disproportion surtout appliquée à un budget tout petit. Donc, vous avez un tableau concernant la politique étrangère dans sa définition, mais également dans sa mise en œuvre et dans ses moyens, qui est tout à fait particulier. Donc on ne peut pas débattre de qu'est-ce qu'il faut faire en Syrie ou pas, comme si on était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Les choses ont changé, en fait. Et c'est même absurde de poursuivre des espèces de querelles franco-françaises, parce qu'il y a différents courants, des tas de spécialistes avec des positions qu'on connaît. C'est surréaliste, en fait. Il faut se rendre compte du monde dans lequel on est. Il y a une autre interrogation qui pèse, qui est un peu à la fois virtuelle ou épée de Damoclès comme on veut, qui est la question européenne, qu'on peut voir en positif ou en négatif. Mais en matière de politique étrangère, la conséquence précise, c'est que depuis longtemps, vous avez un certain nombre de gens qui font la politique, qui la pensent, qui la mettent en œuvre, ou qui la commentent, ou qui l'analysent, et qui se disent « mais est-ce qu'il ne faudra pas arriver à un moment donné à une politique étrangère européenne ?» Vieux débat. Bon. Il n'y a aucun traité européen n'a confié la politique étrangère aux institutions européennes. Il y a une dimension européenne qui s'ajoute, en plus des politiques étrangères nationales pour ceux qui en ont une. Donc il y a une sorte de dimension au-dessus pour laquelle on a inventé des mécanismes, des procédures politiques étrangères et de sécurité commune, où au-delà, monsieur ou madame Pesque, je crois d'ailleurs que c'est dans mon bureau de l'Élysée que ce mot a été écrit pour la première fois, dans une petite réunion où il y avait Joachim Bitterlich et Jacques Attali ou Jean-Louis Bianco, Elisabeth Guigou et moi, et on avait dit on pourrait peut-être tenter cette formule politique étrangère et de sécurité commune pour aller plus loin, mais pas pour remplacer les politiques étrangères nationales. On n'a pas pensé ça une seconde, on pensait que c'était un complément, une sorte de valeur ajoutée. Alors après, ça a pris un sens plus ou moins ambitieux, plus ou moins pertinent, selon les cas. En tout cas, dans la période sur laquelle je parle, là, cette idée est en l'air. Alors, il y a ceux qui combattent cette idée en disant qu'il ne faut pas aller dans cette direction, puisqu'en fait, ce serait la fin de la politique étrangère française qui serait remplacée par rien, quoi, en gros. Au contraire, ceux qui vont dire, mais pas du tout, il faut dépasser ce stade qui est archaïque, souverainiste et compagnie, pour élaborer une grande politique étrangère européenne différente, et avec le poids de l'Europe, ça serait pas du tout pareil. On peut avoir plusieurs points de vue, chacun peut défendre un point de vue ou un autre, et c'est tout à fait honorable. Ce que je veux dire simplement, c'est que ça crée une incertitude. Et donc dans la conception des carrières, dans le choix que font les gens, les orientations qu'ils prennent, la façon dont ils se forment ou pas, ils présentent tel concours ou pas tel autre, il y a l'idée que peut-être ça va changer par rapport à ça. Donc on n'est pas en situation de stabilité. Vous me direz, mais presque plus rien n'est stable d'ailleurs globalement dans l'organisation des pouvoirs publics, que ce soit sur le plan de l'État, de la préfecture, etc. Mais c'est un peu plus fort là-dessus. Donc beaucoup d'éléments. Ce qui fait que si on doit se demander
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans le monde tel qu'il est? Il faut avoir ça en tête. On ne peut pas entendre ça, considérer que, oui, c'est vrai, c'est un contexte tout à fait différent, et puis reprendre l'éternelle discussion comme si ces analyses n'étaient pas présentes. Alors bien sûr, il y a les éternelles discussions qui sont là devant nous. La question européenne qui est absolument centrale. Jusqu'où faut-il élargir? Pour le moment, la question est suspendue, puisque aucun pays n'est favorable à aucun élargissement, même s'il y a un petit groupe de pays des Balkans qui sont entourés par des gens qui sont déjà dans l'Europe et qui voudraient y entrer. Il est évident qu'aucun traité d'élargissement à qui que ce soit ne serait ratifié, puisqu'il faut la ratification de l'ensemble des États membres. Donc la question ne se pose pas pour le moment. Ça ne nous dispense pas d'avoir une idée sur ces pays-là qui, pendant cette période, sont soumis quand même à des influences et des actions turques, russes, islamistes, etc., etc. Bon. Mais la question jusqu'où faut-il élargir, elle n'est pas aiguë en ce moment. Jusqu'où faut-il intégrer, en revanche, elle reste au cœur de tous les débats. Puisque derrière toutes les questions européennes, il y a toujours en arrière-plan, est-ce qu'il faut transférer plus de souveraineté? On n'est plus à l'époque où les partisans de l'Europe se glorifiaient de prôner l'abandon de souveraineté, ce qui était dit pendant 20 ans, 30 ans, parce qu'ils ont fini par constater que ça provoquait une réaction furieuse en sens inverse. Mais on parle d'exercice en commun, on parle de choses comme ça. La question est ouverte. Aujourd'hui, c'est compliqué à traiter. C'est compliqué à trancher. On voit bien que si on fait la moyenne des opinions publiques en Europe, c'est compliqué, parce que c'est différent d'un pays à l'autre, mais enfin, quand même, essayons. Vous avez quand même des anti-européens assez forts partout, maintenant, des vrais anti-européens, pas des sceptiques. Et la presse, les médias ont tort de parler d'eurosceptiques à propos des gens qui sont hostiles, parce que c'est pas les mêmes courants, en fait. C'est pas fondé sur les mêmes rejets, et les gens qui sont simplement devenus sceptiques peuvent changer d'avis si le mode de fonctionnement de l'Europe est modifié. Ceux qui sont contre pour des raisons de principe resteront contre pour des raisons de principe. Donc vous avez des anti-européens assez puissants. À l'autre bout, vous avez, dans les opinions publiques européennes, quasiment aucun fédéraliste. Vous avez des fédéralistes européistes dans les think tanks, bien sûr, dans la presse économique, un peu partout. Bon, des gens qui disent qu'il faut faire le show fédéral, ils disent ça toutes les semaines, mais ils risquent de le faire tout seuls s'ils le font. Mais ça n'a pas de force politique, en réalité. En revanche, il y a une vraie force politique des courants pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droit, c'est plus ou moins fort selon les pays. C'est presque partout minoritaire maintenant, mais ça existe, ça compte. Et entre les deux bouts de l'omelette dont j'ai parlé, vous avez un mélange de gens qui soit sont devenus sceptiques sans être tout à fait hostiles, en disant c'était bien, j'adorais, mais je ne m'y reconnais pas, je ne comprends plus, tout ça, des gens devenus sceptiques. Voilà. Des gens déçus par des annonces extraordinaires, mais qui ne se sont jamais complètement concrétisées, comme l'Europe des citoyens, l'Europe sociale, l'Europe politique, etc. Peut-être trop d'annonces aussi, bon. Et puis tous ceux que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a eu le courage d'essayer de reconvaincre, quand au début de son mandat, il a dit « Nous avons eu tort de réglementer à outrance » et de développer des réglementations qui allaient toujours plus loin dans le détail et qui perturbaient la vie des gens. Alors que ce n'est pas forcément le rôle de l'Europe. C'est Juncker qui a dit ça. Et son vice-président, Timmermans. Je ne vous parle pas de Dupont-Aignan, là, je vous parle de Juncker, vous voyez. Donc, ça donne des gens qui en général étaient des gens pro-européens, donc centre-gauche, centre-droit, et qui deviennent allergiques. Mais pas forcément allergiques à l'idée générale, ni au projet, ni tout ça. Donc ces questions, elles sont là devant nous. Et on ne peut pas y répondre comme si tous les mécanismes fondamentaux de la fabrication de la politique étrangère et de ses mises en œuvre étaient stables et solides, puisqu'ils sont quand même perturbés ou corrodés par tous les phénomènes que j'ai rappelés avant. Grande question. Alors après, dans les très grandes questions, il y a, même si on recrée un consensus européen, entre Européens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quel est le but ? À l'origine, c'est très simple, c'est le marché commun, organisé sous le parapluie de l'Alliance Atlantique, préfiguré par les Américains avec le plan Marshall et avec l'OCDE au début. On l'oublie trop souvent. Et donc, c'est un projet économique, marché commun, c'est vrai jusqu'à l'acte unique. Bon, après, est-ce qu'il faut aller tout à fait au-delà ? Et depuis, on n'a jamais refabriqué un vraiment arbitré, puisqu'il y a plusieurs conceptions de l'Europe. Est-ce que l'Europe doit être une sorte d'extraordinaire système social qui vient compléter les États-providence dans chaque pays, qui n'arrive plus à se financer, en recréant une sorte de source extraordinaire au niveau au-dessus, précisément d'Europe sociale? Quand les Français disent ça, c'est dans l'idée que
l'Europe, entre guillemets, va prendre le relais du système social à la française. Sauf que ça n'a jamais été soutenu par aucun pays européen. Aucun. Et le modèle social n'est pas du tout un modèle aux yeux des autres pays d'Europe. Pas un seul, en fait. Ils considèrent tous, au contraire, que pour sauver le système social, ils l'ont fait dans presque tous les pays, il faut en réduire le coût pour le sauver, intelligemment, finement, etc., etc. On peut être tout à fait contre ça, mais on ne peut pas ne pas constater que tout le monde l'a fait à peu près. Même des pays qui ne sont pas dans l'euro, donc c'est pas lié à l'euro, Norvège. Même des pays qui ne sont pas en Europe, Canada, Australie, donc c'est pas lié à l'Europe. C'est un gros débat, parce qu'il y a une partie de ceux qui se sont ralliés à l'Europe, alors que ce n'était pas forcément leur orientation initiale, s'ils se sont ralliés dans ce but, Europe sociale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La question est devant nous. Derrière ça, il y a une interrogation presque plus profonde. Est-ce que les Européens ne devraient pas faire une Europe puissance? C'est ce que disent les Français depuis très longtemps. On a dû faire 500 colloques sur le sujet. Ça n'a pas bougé d'un iota. Parce qu'en réalité, après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens s'en sont remis aux États-Unis. Ce sont les Européens qui ont supplié, c'est pas l'impérialisme américain. Les Européens ont supplié les États-Unis de revenir, de faire un traité d'alliance, ce qu'ils ne voulaient pas au début, puis de l'organiser, le haut de OTAN, de l'organiser, de prendre en charge cette responsabilité. Et depuis le temps qu'on relance des petits bouts de sujets par rapport à ça, on n'a jamais vu s'organiser un mouvement d'opinion en Europe pour aller dans ce sens. Alors, en tant que Français, on peut évidemment répéter entre nous des arguments sans fin. Je l'ai fait moi-même souvent. Si l'Europe ne devient pas une sorte de puissance qui se fait respecter de l'ensemble des autres, elle sera impuissante, comme aurait dit la Palisse. Donc elle sera encore plus dépendante qu'elle ne l'est aujourd'hui de l'ensemble de ceux qui essaient d'influencer, d'orienter, de neutraliser, de contourner, etc. l'Europe. Ces choix sont toujours devant nous. Ça fait partie de la politique étrangère, mais la politique étrangère ne peut être que la mise en œuvre d'un arbitrage au sommet qui ne peut être que politique. C'est pas un élément technique spécialisé de la politique étrangère. Après, il y a l'autre immense sujet qui plane sur tout ça, c'est est-ce que le but de la politique étrangère française demain, après-demain, ou de l'Europe, est-ce qu'elles doivent intervenir à l'extérieur? Est-ce qu'on doit continuer ce qu'ont fait les Occidentaux depuis 2 ou 3 siècles, en intervenant? Pendant très longtemps, c'était pour évangéliser. Ensuite, c'est pour droit de l'hommiser. Est-ce qu'on va considérer qu'on a cette mission? Il y a un débat très important là-dessus, donc qui traverse toutes les politiques étrangères occidentales. Il y a une thèse qui est la mienne depuis une vingtaine d'années, c'est que l'Occident a perdu le monopole de la conduite des affaires du monde, que nous avons exercé, bien ou mal, pendant 2 ou 3 siècles, tout en étant totalement en rivalité entre nous. C'est pas l'Europe unie qui faisait ça, il n'y en avait pas. Tous les pays européens étaient en compétition farouche, féroce, quitte à se faire la guerre entre eux. Mais c'est à ce moment-là, bizarrement, qu'ils ont colonisé les 3 quarts du monde. Alors pourquoi les autres se sont laissés coloniser ou pas, c'est pas le cas de tout le monde, c'est un vaste sujet pour historiens, c'est quand même compliqué à analyser même aujourd'hui. Mais moi je pense que c'est fini, ce monopole est fini, pour des raisons évidentes, la Chine, les émergents, etc., etc. Il y a une thèse beaucoup plus radicale que vous allez trouver chez des théoriciens asiatiques, notamment, qui disent non, c'est la fin de la parenthèse occidentale. C'est la fin de la parenthèse, c'est pas la fin du monopole, c'est la fin de la parenthèse. Et donc ces 2 ou 3 siècles, c'est pour des tas de raisons assez particulières, conjoncturelles, qui ne vont pas se retrouver, et on se retrouve dans la situation normale d'avant, selon eux, qui est que ce sont les pays asiatiques qui sont au premier plan. Quel est l'avenir des Européens? Ils doivent s'adapter à ça, et c'est comme ça. Alors moi, je ne suis pas sur cette thèse, mais il faut que vous sachiez qu'elle existe. Or, les réponses que vous allez donner après, il faut quand même, malgré tout, intervenir. Au nom de quoi? Pour faire quoi? La question est encore plus aiguë. Pendant la grande période de la vogue de l'ingérence, le débat c'était s'ingérer, mais chez qui, au nom de quoi, selon quel mécanisme, dans quel but? La réponse principale, notamment française, c'était on ne peut pas le faire, sauf exception, si on n'a pas un mandat du Conseil de sécurité. Très bien, mais dans quel but? Et jusqu'à quand? Pour avoir quel résultat? Est-ce que c'est pour protéger des intérêts vitaux, notre sécurité qui serait en jeu, ou est-ce que c'est pour défendre nos valeurs, comme on dit aujourd'hui? Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Puisqu'il y a d'autres pays qui peuvent avoir envie d'intervenir demain, comme on l'a fait nous avant, au nom de leurs valeurs. Comment on gère tout ça, voyez? Donc tous ces éléments arrivent en vrac, qui sont très très compliqués, dans une situation affaiblie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, donc dans ce monde qui est
le chaos, là dont parle Guterres, où il n'y a pas encore de communauté internationale, c'est un terme qu'on emploie tout le temps, que je préconise qu'on ne l'emploie plus, sauf comme objectif, parce qu'il n'y a pas de communauté entre les peuples du monde. Il y a un système multilatéral qui est très bien, qui fait ce qu'il peut, qui est bourré de gens qui essaient de faire en sorte que le monde soit plutôt mieux qu'il ne serait s'il n'était pas là, enfin, qui travaille tout le temps dans tout le système ONU, tout le système FMI, Banque mondiale, le GATT, etc., plus des myriades et des myriades d'ONG. Il faut trier dans les ONG parce que c'est comme dans les gouvernements. Mais enfin, quand même, il y a énormément de gens qui essaient de faire en sorte que le monde soit mieux. Très bien. Comment on se positionne par rapport à tout ça ? On ne verra pas le scénario dans lequel les États-Unis reprendraient le contrôle de tout. Peut-être que Trump, avec sa brutalité, peut enrayer, peut-être, disons, peut endiguer la Chine jusqu'à un certain point, c'est-à-dire le seul sujet où il est soutenu par les démocrates. Le fait qu'il faut vraiment donner un coup d'arrêt à la montée de la Chine, que Kissinger a été absolument génial il y a 40 ans, qu'ils ont eu raison de mener la politique qu'ils ont menée, mais que maintenant c'est plus possible, il faut corriger. Bon, on verra, mais enfin, ils ne vont pas reprendre le contrôle du monde, comme en 1945, comme ils ont cru l'avoir dans la décennie 90, quand je parlais d'hyperpuissance. On n'aura pas ce scénario. Scénario où les Occidentaux reprennent le contrôle à eux seuls de tout, bien sûr que non, parce qu'il y a tous les autres qui sont là, et puis on n'est pas d'accord entre nous. Scénario où la Chine toute seule contrôle tout, je ne crois pas. On pourrait avoir cette impression quand on voit la phénoménale montée en puissance de la Chine, mais on voit bien des fissures, des contre-feux, des réactions qui s'organisent de la part de tous ceux que ça inquiète. Les émergents qui gouvernent le monde, encore moins, parce qu'il n'y aura évidemment jamais d'accord entre Chine, Inde, etc., pour gouverner le système. Donc ça nous ramène au système chaotique, donc instable, donc compliqué. Donc il faut mener notre barque dans ce système. Et ce qui est préoccupant, et je vais m'arrêter là pour qu'on ait un échange, que dans ce tableau que je vous fais, qui n'est pas follement réjouissant, mais je pense qu'il est rigoureux et honnête, bon. Et puis je ne cherche pas à faire un plaisir dans le tableau. Il y a dans les puissances dans le monde des pays qui savent ce qu'ils veulent, d'autres non. C'est ça la vraie différence aujourd'hui. Trump, on peut le trouver atroce, mais il sait ce qu'il veut. On peut trouver que c'est absurde, même du point de vue américain, mais enfin, Poutine, il veut démontrer que la Russie n'a pas disparu et qu'elle a gardé une sorte de capacité de nuisance résiduelle périphérique, on va dire, et qui sont toujours là. On peut vociférer contre Poutine comme le fait l'Occident toute la journée, ça ne change rien à ça. Il est là, il sait ce qu'il veut. Les Chinois, alors jusqu'où veulent-ils aller ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'ils aient tout à fait tranché entre contrôler l'essentiel du monde de façon géopolitique à l'ancienne, une sorte d'empire britannique, puissance 10, ou même aller au-delà et redevenir, pas redevenir, le mot est inexact, mais se mettre à devenir comme était l'Occident, ou l'islam d'aujourd'hui, c'est-à-dire convertir les autres. Les Chinois n'ont jamais été sur cette ligne, convertir les autres, alors il n'y a pas de valeur chinoise universelle. Ils n'essaient pas de nous dire ça. Et si les Chinois mutent, se métamorphosent en ce sens, ça nous pose un problème encore plus important. En tout cas, Xi Jinping, il sait ce qu'il veut, voyez. Puis vous avez des tas d'autres puissances qui savent très bien ce qu'elles veulent, même si ça nous paraît absurde, et notamment neutraliser l'Europe ou ne pas en tenir compte. Erdogan, c'est évident. Netanyahou, c'est évident. Les Saoudiens, c'est évident. Les islamistes, ils ont un plan. Ils ont un plan. Même les trafiquants d'immigration illégale qui se sont réorganisés dans toute l'Afrique, c'est la traite moderne. Et ils gagnent plus d'argent là-dessus que sur la drogue, en fait, dans toute l'Afrique. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. C'est purement lucratif, ils savent très bien comment jouer des législations européennes, etc., etc. Donc vous avez des entités, les gens savent ce qu'ils veulent. Les grandes entreprises, les géants, que ce soit les GAFA ou les équivalents chinois, ils savent ce qu'ils veulent. Et on retombe sur cette question terrible, et je pense que la politique étrangère française de demain à reconstruire devrait aider à clarifier ça, qui est que les Européens ne savent pas très bien, précisément. Ils ne savent pas très bien si en matière d'intégration, on était trop loin, il faut corriger, ou aller plus loin, comment, avec l'accord de qui, et est-ce qu'il faut que l'Europe devienne une sorte de puissance, c'est mon avis, une sorte de puissance, pas pacifiste, mais pacifique, pour se faire respecter de tout cela. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Je ne dis pas qu'il est impossible, c'est peut-être moins compliqué qu'on ne le croit, mais ça pourrait survenir que si c'est clairement décrit. Voilà ce que je pense. C'est pour ça que ça ne nous mène pas loin
nous crêper le chignon sur des cas particuliers de telle déclaration qui nous plaît ou pas, telle intervention qui aurait dû avoir lieu ou pas. Faut remettre ça dans un contexte beaucoup plus large. Donc c'est un moment très difficile en fait pour repenser la politique étrangère française. Mais si je parlais à Londres, je ne serais pas tellement plus, même indépendamment du Brexit, je ne serais pas tellement plus enthousiaste, vous voyez. Voilà. Oui, merci Monsieur le Ministre pour votre brillant exposé. Évidemment, ma première question rentre en résonance avec la situation très, très particulière d'Orange et elle me conduit à vous demander comment, dans ce monde si chaotique tel que vous l'avez décrit, des acteurs numériques vont-ils commencer à influencer les politiques étrangères des pays quand on voit leur puissance économique qui est très largement supérieure à nombre de pays dans le monde. Je ne vais pas comparer les PIB, les chiffres d'affaires, mais les exemples seraient tout à fait éloquents. Quand on voit que le Danemark a nommé un ambassadeur numérique auprès des GAFA pour discuter des relations entre leur pays et les GAFA, comment dans ce jeu finalement qui délégitime quelque part les États, vous voyez nos organisations, nos pays, nos sociétés se préparer ou en tous les cas faire évoluer leurs relations les uns avec les autres? Je ne pense pas que les États soient délégitimés. Ils peuvent être affaiblis, ils peuvent être contournés, mais pas délégitimés jusqu'à ce que la démocratie ait vraiment été mise par terre parce qu'il y a une espèce de courant géant de démocratie directe, instantanée, qui aurait achevé de détruire la démocratie représentative et que ce serait arrivé à une sorte de dictature de tous sur chacun à chaque instant via des consultations par téléphone portable et que ce chaos est abouti à une sorte de paralysie générale et que les gens se mettraient à exprimer le désir d'un pouvoir fort pour remettre ça dans l'ordre de marche. Bon, sauf si on n'est pas dans ce scénario extrême par rapport à ça, les États sont menacés, contournés, etc., par ce phénomène numérique, mais qui est également le monde numérique l'objet d'une espèce de guerre sans merci, féroce. Donc c'est à double tranchant. On est dans un monde où les critères classiques de la puissance, je ne dis pas qu'ils ont disparu, mais il y en a d'autres qui se sont ajoutés, dont cet élément-là. Autrefois, on aurait dit territoire, superficie, population, on aurait ajouté après puissance militaire, on aura capacité de dissuasion nucléaire, on aurait ajouté après un peu de soft power, la langue, tout ça, mais il faut ajouter un autre élément dans l'espèce de foire d'empoigne qu'est le monde d'aujourd'hui, qui est la capacité à influencer les autres, les neutraliser, les agresser, donc numériquement aussi, utiliser l'opinion des autres. Il y aurait une géopolitique, une sorte de cartographie des lobbies qui serait fascinante à faire parce qu'il y a des lobbies gigantesques partout là où il y a du pouvoir, en fait. Donc Washington, Bruxelles, ceci, cela. Bon. Et après, une sorte de prise en otage dans tous les sens. Tout le monde se tient par la barbichette. Il y a la question de la langue, il y a le soft power sous la forme souriante, rayonnante, gastronomie française, mais il y a d'autres modes d'intervention. À ma connaissance, on n'a pas encore fait un tableau tout à fait à jour de ces espèces de prises d'otages croisées dans tous les sens pour savoir quels sont là-dedans les acteurs qui conservent malgré tout une certaine autonomie de pensée et d'action. Et alors, je vois la question numérique pas comme étant, c'est pas comme s'il y avait un monde non numérique en lutte contre le monde numérique, mais je pense que c'est un terrain de lutte en plus dans lequel se poursuivent, se développent, sont extrapolés les affrontements. C'est un peu comme l'espace. C'est un autre monde qui s'ajoute. Qu'est-ce qui va s'en sortir ? C'est ceux qui seront les plus avancés technologiquement, et qui ne seront pas distancés par les autres, et je reprends ma formule, qui seront ce qu'ils veulent, en fait. Parce que dans ce monde-là, il y a plein de pays qui ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Et l'immense risque pour les Européens, c'est de ne pas savoir ce qu'ils veulent. À ce moment-là, tous les risques que vous décrivez, mais ce n'est pas simplement les entreprises toutes seules contre les États, parce que les entreprises se dévorent entre elles aussi.
Hein, c'est une sorte de dinosaures qui se mangent entre eux. Et il peut y avoir des batailles entre GAFA ou entre entreprises géantes américaines et chinoises, ou entre les Chinois, ou après-demain des Turcs ou des Indiens. Donc c'est une sorte de jungle qui s'ajoute. C'est comme ça que je le vois.